Bonjour tout le monde et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Et c'est déjà l'avant-dernier bulletin avant le congé des fêtes et on vous prie d'être avec nous la semaine prochaine pour une édition toute spéciale de Nouvelles Haute-Gaspésie, alors que nous ferons un petit peu une rétrospective de l'année 2019 avec un vaste panel d'invités et nous aurons aussi le grand privilège d'être en compagnie de notre collègue de Télé-Soleil de Mont-Louis, Mme Sophie Ricard, qui sera avec nous en studio. Alors, ce sera le temps de se souhaiter les bons vœux des fêtes, de revoir qu'est-ce qui a touché l'actualité en Haute-Gaspésie en 2019. Évidemment, je ne serai pas seul, je serai en compagnie de mon fidèle collaborateur, Frédéric Deroy. Alors, bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors, déjà, on arrive à la fin de l'année 2019. Oui. On a eu beaucoup d'événements qui ont marqué l'actualité. Je pense que ce ne sera pas très difficile de faire une heure de rétrospective la semaine prochaine. Là. Très facile et oui, content d'avoir Sophie avec nous, une vedette de la météo qu'on a déjà même vu à Infoman. Effectivement. Donc, on est big shot. Oui, donc c'est un rendez-vous la semaine prochaine à Télévision Haute-Gaspésie. Et d'ici là, ben, beaucoup de choses dans l'actualité cette semaine, à commencer par un procès qui est très médiatisé, soit celui de l'ex-enseignant Richard Bélanger. Il était enseignant d'histoire et de finances à l'école Gabriel-Lecourtois de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, il est accusé d'agression sexuelle et d'attouchement sur une personne de moins de 16 ans. Alors, on en était à l'étape du procès où M. Bélanger témoignait lui-même. Il a été interrogé par son avocat, Maître Yves Desaulniers, et contre-interrogé par la procureure de la Couronne, Maître Florence Frappier-Routier. Alors, grosso modo, si on résume ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on avait eu le témoignage de la présumée victime qu'on ne peut évidemment pas identifier puisqu'il y a eu une ordonnance de non-publication qui a été émise à cet effet et parce que c'est un mineur, évidemment. Alors, ce qu'on retient, c'est qu'à la base, la présumée victime avait dit que le 7 juin 2018, alors qu'il était en compagnie de l'enseignant dans un local de classe, il y aurait eu des attouchements sur les cuisses et sur l'entrejambe. Alors, c'était le moment de l'accusé de répliquer, si on veut, à ces allégations-là. Alors, de son côté, de ce qu'on a appris, c'est qu'il souffrait déjà de problèmes de santé, donc des pertes d'équilibre, des étourdissements, la vision trouble, et il aurait déjà tombé 2 fois à l'école avant les événements du 7 juin. Alors, ce qu'il a expliqué en interrogatoire principal, c'est que lors de ce fameux événement-là du 7 juin, ben, il était dos à dos avec l'étudiant, il travaillait à son propre bureau, et l'étudiant l'aurait interpellé, il se serait levé, aurait fait un pivot pour se tourner vers l'étudiant et il aurait alors perdu pied, il aurait eu une perte d'équilibre, donc un malaise lié à sa condition de santé et c'est là qu'il aurait fait un plongeon par-dessus l'étudiant et ses mains qu'il avait alors fermées comme des poings par réflexe lorsque quelqu'un tombe et elle se serait retrouvée sur les cuisses de la présumée victime. Alors ça, c'est la version qui a été apportée par M. Bélanger. Alors évidemment, du côté de la Couronne, ben, on a un peu rejeté du revers de la main cette explication-là en disant que physiquement, c'était assez impossible qu'il ait tombé précisément de cette façon-là sur la présumée victime. Alors c'est un peu aussi ce qui a été dit pendant les plaidoiries de la Couronne. Donc on ne croyait pas cette version-là de l'accusé. De l'autre côté, Maître Desaulniers a plutôt plaidé à l'effet que le témoignage de la présumée victime était plus ou moins crédible en raison de quelques contradictions qui ont été notées tout au long du procès. Alors, à partir de maintenant, l'étape qui reste, c'est le verdict. Le juge Jules Berthelot doit prendre en délibéré les 2 versions et rendre son verdict le 28 février prochain. On peut peut-être aussi préciser, Fred, un autre élément important dans ce dossier-là, c'est qu'on avait 2 jours d'assignés pour le témoignage de M. Bélanger. Et la première journée, ben, il y a eu un coup de théâtre en matinée, alors que Maître Desaulniers, l'avocat de la défense, a demandé un avortement du procès, tout simplement, estimant que le juge avait des tendances peut-être un peu envers la présumée victime. Donc, pour faire une histoire courte, quelques mois auparavant, lorsque M. Bélanger avait comparu, la Couronne
suite au début du procès, avait avait déposé des nouveaux faits similaires, donc d'autres événements semblables à ceux qui se seraient produits le 7 novembre. Alors, on est arrivé avec cette bombe-là au début du procès, alors que la présumée victime avait déjà témoigné, et le juge devait trancher à savoir si on peut admettre ou non ces nouveaux éléments de preuve-là. Finalement, il a rendu une décision écrite dans laquelle il a admis que ces événements-là pouvaient être utilisés en preuve par la couronne. Mais dans la décision, la façon que le juge s'exprime, ça causait un malaise à la défense en disant, de la façon qu'il dit ça, c'est comme si on jugeait déjà que l'accusé était coupable. Donc, on a un sentiment qu'il y a peut-être une impartialité qui a été écartée et on sent que ça pourrait léser notre défense si le juge estime déjà que l'accusé est coupable. De l'autre côté, le procureur la procureure de la Couronne a plutôt plaidé à l'effet que dans la décision du juge, il y avait des mises en garde au début et à la fin de la décision où on disait que, évidemment, le fait d'admettre ces faits similaires-là ne sont pas un aveu de culpabilité de la part de l'accusé et que le juge n'estimait pas que l'accusé était coupable parce qu'il admettait ces faits-là. Donc, au final, le juge a dû lui-même s'auto-analyser, auto-évaluer sa décision et a conclu que non, il n'estimait pas que la défense de M. Bélanger était lésée. Donc, on a pu poursuivre le procès par la suite. Alors voilà, c'est une cause qui a évidemment fait beaucoup jaser vu la nature de la relation enseignant-élève. Alors, on va avoir le résultat de tout ça le 28 février prochain. Dans un autre ordre d'idées, Maryse Letourneau, la directrice du CLD de la Haute-Gaspésie, a été nommée comme directrice par intérim de la MRC de la Haute-Gaspésie. On sait que Sébastien Lévesque, qui occupait ce poste depuis 2012, a remis sa démission récemment. Alors, on sait qu'il y a eu quand même certaines négociations pour tenter de conserver M. Lévesque en poste. Ouais. Finalement, ça n'aura pas fonctionné. Il quitte pour accepter un emploi au ministère des Affaires municipales du côté de Chandler, en développement économique et régional, si je ne m'abuse. Alors, bref, on devait se revirer sur un dissous, comme le veut l'expression commune. Donc, on a regardé à l'intérieur de la basse-cour et on s'est rendu compte, écoutez, on a déjà quelqu'un qui connaît très bien le milieu économique, très bien la MRC, le développement régional, Mme Letourneau qui œuvre depuis maintenant 25 ans dans ce milieu-là. Donc, on lui a demandé d'assurer l'intérim en attendant qu'on fasse le diagnostic organisationnel. Ça, c'est un exercice qui a été commandé par la MRC et auquel participera l'ex-député de Gaspé, Gaétan Lelièvre. Donc, il aura à fournir ses recommandations. Mais au final, la MRC aura des choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait avec la MRC? Qu'est-ce qu'on fait avec le CLD? Est-ce qu'on fait une direction commune? Est-ce qu'on embauche un nouveau directeur pour remplacer M. Lévesque? Est-ce qu'on garde Mme Letourneau à la direction des deux entités, mais on embauche un adjoint? Ce seront des décisions qui devront être faites. Mme Letourneau assurera l'intérim jusqu'au 28 février. Et lorsqu'on lui demande, ne pensez pas que c'est une charge de travail trop importante, du côté de la MRC, on dit, là, il y a le temps des fêtes, évidemment, donc fin décembre, début janvier, ça devrait être assez tranquille. Donc, Mme Letourneau devrait être en mesure de s'acquitter pleinement de ces deux chapeaux-là, jusqu'à la fin février. Alors, sur ce sujet-là, sur la nomination de Mme Letourneau, c'est un bon choix du côté de la MRC? Moi, je suis très satisfait et Mme Letourneau est une femme très professionnelle qui connaît beaucoup les dossiers, qui est dans la bâtisse de la MRC depuis longtemps. Donc, ce ne sera pas quelque chose de difficile pour elle par rapport au fonctionnement et elle connaît déjà toute l'équipe en place. Certains pourraient dire, le DG de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et maintenant DG de la MRC habitent la même maison. Mais moi, ça ne m'inquiète pas parce que connaissant le professionnalisme de Mme Letourneau, j'ai aucun problème à penser qu'elle va être très juste et équitable envers toutes les municipalités de la MRC. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. Et elle connaît aussi bien M. Lelièvre. Donc tout ça fait que je suis convaincu qu'il va y avoir une bonne collaboration et un bon travail d'équipe à l'interne.
Plusieurs, si tu parlais peut-être de restructurer avec est-ce qu'on garde le CLD et tout, quand il y avait eu un peu le démantèlement là, de la structure régionale par les libéraux à l'époque, on disait on redonne au MRC le pouvoir et le développement économique, vous n'êtes plus obligé d'avoir un CLD. Ici, en Haute-Gaspésie, on l'avait gardé, ce que je considère que c'était une bonne décision. Mais maintenant, on a un peu le chemin de fait. On va voir si c'est toujours pertinent de l'avoir. Je pense que oui. Mais de tout mettre ça en jeu et de réfléchir à la structure, c'est jamais négatif parce que il faut se remettre en question de temps en temps et voir si on est efficace dans notre façon de fonctionner. Et puis, d'avoir Mme Letourneau en place, c'est une très bonne chose, surtout si jamais on pense à intégrer le CLD à la MRC et peut-être qu'on a déjà notre nouvelle directrice générale en main. On verra, mais c'est une très bonne nomination et on verra par la suite, mais c'est pas n'importe qui peut chausser les souliers d'un DG de ce genre d'institution-là. Et surtout pas aussi rapidement, là. Ouais. Parce qu'on s'entend que la personne qui prend le rôle par intérim, ben on ne veut pas qu'elle prenne 6 mois à s'acclimater à son nouveau poste. Elle doit connaître déjà les fonctions qui sont rattachées à ce poste-là. Là. Oui, et puis ça, j'en suis sûr que c'est déjà le cas. Et Mme Letourneau qui a une bonne drive, hein, qui sait où ce qui s'en va. Donc, je pense que la machine va rouler assez rapidement dans le bon sens, aussitôt que les activités vont reprendre après les fêtes. Et sur l'apparence, comme tu disais, de peut-être un conflit d'intérêts, lorsque je posais la question à M. Cormier, il disait la nomination de Mme Letourneau a fait l'unanimité. Donc, les maires ont dû adopter une résolution et c'était unanime autour de la table. Donc, de toute évidence, on n'a pas cru qu'il y avait un possible problème avec la nomination de Mme Letourneau. J'ai aucun doute là-dessus. Et même connaissant M. Richard et Mme Letourneau, c'est des gens qui travaillent vraiment de façon professionnelle. Donc, ni un ni l'autre va vouloir non plus donner un soupçon d'idée de peut-être conflit d'intérêts. Les deux vont être très prudents là-dessus. Ils vont travailler correctement. Donc, les autres municipalités n'ont aucunement à s'en faire. Et je suis content de savoir que c'était accepté à l'unanimité. Donc, on reconnaît les qualités professionnelles de Mme Letourneau. Et pour cause, je pense que tous ceux qui l'ont vu travailler n'ont aucune peur que la job ne sera pas faite comme il faut. Alors, c'est ce qu'on va voir au courant des prochains mois. C'est sûrement un sujet dont on aura l'occasion de reparler à nouveau. Probablement. On se dirige à l'extrémité est de la MRC, oui. Alors qu'on parle de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Alors, c'était un peu le dernier petit village gaulois à toujours avoir une caisse populaire. Alors, un peu à l'image de ce qui s'est passé à Mont-Saint-Pierre, à Marsouilles, à Tourelle. Alors, c'est maintenant à Madeleine de perdre sa caisse populaire. Toutefois, il y a eu des discussions entre la municipalité de Madeleine et la Caisse populaire des Jardins, mer et montagne. Et ce qu'on a appris, c'est que la Caisse était prête à louer un local à la ville de Madeleine, histoire d'y implanter un guichet automatique. Ouais. Alors, bref, on perd un comptoir de service qui était ouvert de façon limitée, mais on gagne un guichet. Alors, le maire Joël Côté était quand même heureux de cette tournure des événements-là, disant que on gagne aussi un loyer, donc à coût de 400 $ par mois, ça pourra aider les coffres de la municipalité et le guichet sera installé dans le centre communautaire de l'endroit. Donc, bref, ce que M. Côté disait, c'est que les gens qui avaient l'habitude de sortir une fois par semaine, une fois par mois pour aller à la Caisse populaire et un peu briser l'isolement, ils pourront continuer de le faire et une fois la transaction faite au guichet, donc à faire quelques pas et aller dans la salle communautaire pour jouer au billard, socialiser et tout, et tout. Alors voilà, c'est ce qui se passe du côté de Madeleine. Alors on est surpris que Desjardins ferme un autre point de service. Pas vraiment. En même temps, Murdochville, en même temps, subit la même transaction, la même opération. Par contre, d'un point de vue pratique et pour les touristes aussi et tout, d'avoir un guichet automatique à Murdochville, c'était problématique. Quand les touristes voulaient retirer de l'argent de quoi de même, c'était
compliqué ou devait aller s'acheter un paquet de gomme pour retirer de l'argent. Maintenant, d'avoir un guichet automatique accessible 24 heures sur 24, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant, mais c'est pas surprenant. Donc, Desjardins, comme n'importe quelle institution financière ou business, regarde aussi comment on peut sauver de l'argent, économiser, faire plus de profit. Donc, et les chiffres ne ça mentent fait pas. partie de la game. Les gens, de moins en moins, vont au comptoir de service. Effectivement. Donc, on s'en allait vers là. Bon. Alors, on passe cette fois-ci à la portion culturelle de notre bulletin. Nelson Pelletier, un auteur capchatien qui a vécu son enfance à Capcha, mais qui est né à Saint-Anne-des-Monts, donc peut-être un Cap-Château à de Montois, comme vous voulez, présentait son 3e roman, soit L'échelle des géants. Il avait présenté un roman l'année dernière, un peu en hommage à sa nièce qui était malade. Alors, cette fois-ci, il revient avec un livre pour adultes. Et ça se veut un peu une introspection sur la façon dont on passe par-dessus les obstacles. Alors, il reflète sur sa propre vie quand lui-même était adolescent. Et il y a comme trame de fond les chic-chocs. Donc, ça se veut une espèce de randonnée dans les montagnes où il doit passer par-dessus différents obstacles et en même temps, refléter sur sa propre vie. Alors, une belle façon de se sentir dans le décor gaspésien tout en entrant dans l'imaginaire et dans l'âme de l'auteur Nelson Pelletier. Alors, évidemment, on peut se procurer ce livre-là un peu n'importe où dans les librairies. Il suffit d'en faire la demande. Il a fait son lancement officiel ou ça? Oui, ça c'était la semaine dernière okay. à Capcha, chez Valmont plein air. Alors, je l'ai rencontré. Sympathique bonhomme. Alors, on vous le suggère. Un beau petit cadeau du temps des fêtes. On passe brièvement à la section sport. Alors, on avait la semaine passée ici en entrevue Jean-Philippe Marin-Vallée et Alexandre Levert du Nordais de la Haute-Gaspésie. Alors, je les avais mis au défi de faire des points lors du match. Et finalement, ça l'a terminé 11-4. Oh, quand même. Alexandre Levert a fait un tour du chapeau, on le voit ici. Tour du chapeau plus 2 passes. Jean-Philippe Marin-Vallée, 3 passes également. Alors, excellente performance avec ça. Le Nordais est au sommet du classement. Alors, tout va bien pour le bleu et blanc. Et c'est au grand plaisir des amateurs qui, encore une fois, étaient présents en grand nombre à l'Arena J-Robert Lévesque. Et on voit ici, c'était le match des toutous. Alors, un petit salut à Frédéric Bouchard et à son canard. Oui, rapidement, félicitations. L'Arena a débloqué les côtés de la bâtisse pour plus de stationnement parce qu'on se souvient qu'il y avait eu quelques problèmes. On bloquait la sortie des ambulances et des pompiers parce qu'on se stationnait dans les rues avoisinantes. Et donc, il y a eu un effort de fait par l'Arena pour donner plus de stationnement. Donc, ça, c'est bien. Bravo. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Et on reste dans le monde du hockey. Cette fois-ci, on va chez les mineurs. Alors, l'équipe Pee-Wee, le Home Hardware de Saint-Anne-des-Monts, a réussi à se qualifier pour la finale du tournoi des Jardins qui se tenait du 6 au 8 décembre dernier à Rimouski. Alors, ils ont eu quand même des bonnes rondes. Ont remporté leur premier match 7-1, ensuite 5-2. Mais malheureusement, c'est en finale que tout s'est arrêté. Mais on peut quand même lever notre chapeau à la petite équipe Pee-Wee qui réussit à tirer son épingle du jeu dans un milieu fort compétitif. Alors, il y avait plusieurs équipes qui étaient présentes. Ils font partie de la Ligue de hockey Bas-Saint-Laurent, donc doivent se prendre contre des formations qui viennent de Rivière-du-Loup jusqu'à l'autre bout de la péninsule. Alors, on a réussi quand même à faire très belle figure. C'était serré, mais finalement, on l'a échappé en finale. Alors, chapeau quand même à l'équipe Pee-Wee Home Hardware de Saint-Anne-des-Monts. Et on termine en parlant de badminton. On n'en parle pas souvent, mais il y avait une compétition qui se tenait du côté de Grande-Rivière et de Chandler en fin de semaine dernière. Et des joueurs de Mont-Louis, on sait que c'est un peu une spécialité qui s'est développée à Mont-Louis, le badminton. Alors encore une fois, on a eu des résultats probants. Alors 4 joueurs de badminton de Mont-Louis. Et petite question quiz, sais-tu comment on appelle ça, un joueur de badminton? Tu vas me le dire à l'instant, Dominique. Un badiste. Alors, 4 badistes ont réussi à se démarquer. Alors, tout d'abord, c'est Félix Lefebvre de Mont-Louis. Il a remporté une médaille d'or dans la catégorie cadet masculin
en simple. En double masculin, toujours M. Félix Lefebvre, cette fois-ci avec William Mercier-Campion, ont remporté également la médaille d'or en double. Et dans la catégorie cadet, le duo mix composé de Rosalie Cyr et de Tommy Goupil ont accompli le même exploit que Mercier-Campion et Lefebvre en remportant la médaille d'or. Alors, coup de chapeau à ces joueurs de Mont-Louis qui nous font bien paraître sur la scène régionale en badminton. Et sur ce, mon cher Frédéric, oui, on prend une courte pause et on revient tout de suite après avec notre invité de la semaine à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Sainte-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. J'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela 4 ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Rimouski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et fonder une famille. Et au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les rênes du commerce par rapport que j'avais mis 28 ans d'efforts puis que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers à changer de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touche personnelle dans tout ça. Fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie. Les personnes voulant venir s'établir en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et nous avons le bonheur d'accueillir en studio avec nous Mme Isabelle Bouchard du Centre d'action bénévole des Chic-Chocs qui va venir nous parler de bouffe. Alors, bonjour Mme Bouchard. Bonjour. Alors, la semaine passée, on a effleuré le sujet brièvement à l'effet que la popote roulante à Sainte-Anne-des-Monts et à Mont-Louis serait sur le point d'être relancée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant là, sur où on en est dans le processus de relance du service de popote roulante? Alors, on va avoir une première rencontre de bénévoles. J'ai réussi à trouver quelques bénévoles qui se sont inscrits grâce aussi à votre article et à la radio. Donc, la première rencontre va se faire le 18 après-midi. Et puis, nous allons discuter ensemble du processus, de comment eux voient ça. Et puis, on va mettre toutes nos idées ensemble pour pouvoir démarrer le plus tôt possible. Et le service de popote roulante, ça s'adresse à qui exactement? Aux personnes âgées de 65 ans et plus et en perte d'autonomie. D'accord. Et c'est un service qui existait dans le passé. Alors pourquoi aujourd'hui, en 2019, on décide de relancer ce service-là? Bien, vous savez que la Haute-Gaspésie a beaucoup de personnes vulnérables, aînées, isolées. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de briser l'isolement dans cette façon-là. On vient leur aider dans leur autonomie alimentaire. Plusieurs personnes âgées ne sont pas capables de se faire à manger, simplement parce qu'ils ne sont pas capables de se tenir debout sur des longues périodes. Donc, ils ont besoin d'aide. Et puis, il y en a d'autres qui sont fatigués aussi, simplement fatigués. Et c'est pas intéressant non plus de se faire à manger une fois par jour ou deux pour bien s'alimenter seul. La nourriture, c'est cher quand même. Donc, je pense qu'avec les repas de la popote roulante, on va venir combler leurs besoins. Et est-ce que Sainte-Anne-des-Monts et Mont-Louis seront les deux seules municipalités desservies ou éventuellement on aimerait peut-être étendre le service à d'autres villages? C'est certain, mais on va commencer par s'implanter comme il faut. Et puis on s'est dit, petit train va loin.
une chose à la fois. Donc, on commence par ces 2 municipalités-là. On sait que Captcha est déjà desservi. Il est chapeauté par le Centre d'action bénévole aussi. Donc, on va élargir tranquillement. Et puis, comme ça, on s'assure d'une pérennité dans le temps comme ça. Et dites-moi justement, là, vous avez mentionné qu'on avait déjà quelques bénévoles en lice. Est-ce qu'il manque encore des gens? Et si oui, quels sont les besoins? C'est certain qu'il en manque encore. J'ai simplement 9 bénévoles jusqu'à maintenant. J'aimerais en retrouver encore plus pour permettre d'avancer aussi dans le projet, dans le sens que pas essouffler nos bénévoles non plus, à toujours les pousser en leur disant, ben il faut le faire une fois par semaine, et puis ils vont se retrouver tout le temps à faire une fois par semaine. Donc, j'aimerais faire des équipes. Chaque équipe, à chaque semaine, serait échanger comme ça. Fait que là, je me retrouverais présentement avec 2 équipes. Et l'idéalement, ça serait 3 à 4 équipes de personnes qui feraient à manger et qui livraient aussi la nourriture. Et les gens qui penseraient peut-être s'impliquer, là, ça peut ressembler à quoi, là, un quart de travail type pour un bénévole à la popote roulante? Donc, il se présente une journée qui va être déterminée. Et puis, ça va commencer aux alentours de 7 heures le matin. Et puis, la popote démarre. Il y a un menu déjà du jour qui va être en place, qu'on va avoir mis ensemble aussi. Et puis, on va les adapter, les menus aussi, pour les besoins nutritionnels des aînés. Et puis, ça commence à 7 heures et ça va se terminer vers 13h30. 14 heures au maximum, le temps de faire la vaisselle, le temps de tout replacer en place, et puis que les repas soient livrés et que les livreurs soient revenus avec ce qu'ils doivent revenir. Et si moi, je suis pas à l'aise pour préparer des terrines ou faire des meringues au chocolat, est-ce que je peux quand même être bénévole? Oui, totalement, parce qu'il y a plusieurs sortes de bénévoles. Donc, même simplement couper des aliments, c'est là pour nous aider. Brasser un plat, ça va nous aider. Donc, vraiment, la très base ça prend pas à être chef cuisinier pour faire ça, là, pas du tout, là. Puis il va y avoir des gens tout le temps pour les aider, puis on va chapeauter, on va continuer. Captcha nous aide aussi, la popote roulante de Captcha, pour aller de l'avant avec ça. Oui, ça, dans le fond, il y a quelqu'un qui sait cuisiner, il y a comme déjà un chef en place qui va donner les tâches à tout le monde pour bien diriger. Donc ça prend juste du monde intéressé à donner un coup de pouce par rapport à ces repas-là. C'est ça. Donc, les menus sont déjà préparés, sont déjà avec les portions qu'on a de besoin. Tout ce qu'on a à suivre, c'est la recette. Et puis, simplement, avec les gens qui vont être là, on va prendre les aptitudes puis les qualités des gens aussi pour faire à manger. Donc, chacun a leur force, chacun a leur faiblesse. On va mélanger tout ça ensemble pour s'entraider puis faire une équipe de travail. On vise combien de repas, disons à Mont-Louis, Sainte-Anne-des-Monts, ça représente combien de repas qu'on veut livrer dans le meilleur des mondes? Là? Dans le meilleur des mondes, on aimerait servir au moins 40 repas. Donc, moi, je vois ça comme ça pour Mont-Louis et Sainte-Anne-des-Monts. Et j'imagine que, comme on relance le service, c'est que la demande était là, donc on doit déjà avoir des gens qui sont sur une liste d'attente et qui sont prêts à les recevoir. Exactement. Aussitôt que ça a commencé à se parler au niveau au niveau municipal, ça avait été télévisé. Donc, on a commencé à recevoir des appels d'aînés qui voulaient recevoir la popote roulante. Et puis d'aînés aussi qui sont proches aidants, qui sont épuisés face à leur grande tâche qui est très difficile. Donc, ils ont besoin d'aide et on va être là pour ça aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on parle de personnes vulnérables, on ne parle pas nécessairement de personnes avec des difficultés financières. Donc, comme vous disiez, ça peut vraiment être quelqu'un qui est tout simplement épuisé et qui ne veut pas, justement, passer tout son temps dans les cuisines. Là. Exactement. Donc, si jamais les gens sont intéressés, les gens à la maison qui nous écoutent, comment on procède pour faire application pour être bénévole? On m'appelle au Centre d'action bénévole au 418-763-7038 au poste 106. Et idéalement, quand on aimerait relancer ce service-là? Au début de l'hiver 2020. D'accord. Donc, on essaie vraiment de pousser la chose de plus en plus pour que ça l'avance. Et puis, j'ai confiance. Oui. Bien, on encourage les gens, justement, dans ce temps des fêtes-là, à penser à ce qu'on pourrait faire comme résolution, comme bonne résolution pour 2020. Alors, 418-763-7038, le numéro de poste? 106. 106. Donc, on contacte Mme Isabelle Bouchard. Et sur ce, c'est déjà terminé. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous, Mme Bouchard. Merci, Frédéric. Toujours un plaisir.
plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Oui. pour la toute dernière de l'année 2019. D'ici là, prenez soin de vous et passez une très belle semaine. Au revoir.